Jean-Claude, alors merci, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation pour l'édition imaginaire de la 13e édition imaginaire déjà, et afin de recevoir le prix Ayerdal. Donc le 5e prix Ayerdal déjà aussi, c'est pareil, ça commence à faire. Alors ce prix, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il récompense l'ensemble d'une carrière. Alors ça fait un petit peu la fin d'une carrière, mais pas du tout. Et ça, ça veut dire que c'est une belle carrière pour l'instant. Et ça récompense aussi quelqu'un qui a eu un engagement assez humain dans le milieu. Ça nous tient à cœur. Donc voilà, on t'a choisi cette année. Alors, je pense qu'on peut dire que tu es un être multidimensionnel. Parce que tu as plein de dimensions. La première, c'est pas forcément celle à laquelle on va penser, c'est que tu es un homme de science. Tu es docteur en mathématiques appliquées, tu as fait une belle carrière et une longue carrière chez Airbus à Toulouse, dans ta ville natale. Tu es aussi un homme de musique, en particulier parolier de chansons. Je pense que tu as écrit peut-être 300, mais peut-être même beaucoup plus de chansons. Surtout avec ton ami Norbert Williams, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, qui est le père de Sandy V d'ailleurs. Qui est le père de Sandy V, on va peut-être en parler, c'est un DJ assez connu dans le milieu, peut-être pas de tout le monde. Et t'es surtout, enfin en tout cas pour nous, t'es surtout un homme de lettres. Alors on te connaît écrivain évidemment, avec une dizaine de romans et puis des dizaines ou peut-être même des centaines de nouvelles publiées, surtout en science-fiction et en fantasy. Tes œuvres, certaines ont été récompensées par des prix. Alors il y avait en 1992, c'était le prix Reni Aîné, j'ai toujours du mal à dire Reni Aîné, pour le roman Étoile morte. Oui. C'est un peu celui qui t'a fait connaître, en tout cas. Tu étais déjà un peu connu dans le milieu, mais là c'était un moment assez important. Tu as eu le GPI, le Grand Prix de l'Imaginaire, et encore le prix Reni Aîné, mais pour les nouvelles en 98, pour Déchiffrer la trame, qui était une nouvelle, et on en reparlera bien sûr. Et surtout le prix Tour Eiffel 99 et le prix Ozone 2000 pour Étoile mourante, qui est la suite d'Étoile morte. Ce roman qui a été écrit à quatre mains. Demain, ah oui, enfin à quatre mains, avec l'ami Ayerdal. Avec Yal Ayerdal, justement, qui a donné le nom et on en reparlera évidemment aussi. Tu as été éditeur de nouvelles, de romans. Oui. Pour Obrage et l'ONSF, oui. Et de nouvelles, c'était pour qui déjà? C'est pour Galaxy, entre autres. Pour Galaxy, bien sûr. J'ai travaillé comme éditeur un peu à freelance pour un certain nombre de gens, c'est sûr. J'adore ce métier-là, c'est vraiment un truc passionnant. Tu es passeur et mentor avec de nombreux télémacs, puisque tu as fait des ateliers d'écriture, conférences TED. Tu as été dans la marque aussi Clix pour aider les jeunes auteurs. C'est un forum qui aide les écritures où tu lançais plein de toutous à tout le monde. Tu as aussi lancé des jeunes plumes dans une anthologie qui s'appelait Destination Univers en 2012 avec Jeanne Debat. Donc c'était une démarche pour lancer quelques auteurs jeunes en mélangeant avec des auteurs un peu plus installés. Et puis surtout, tu es distillateur d'émotions parce que tu nous transportes à dos d'Animoville à travers l'espace. On plonge avec toi jusqu'aux cavernes des nains qui sont managées par un troll qui te ressemble peut-être un petit peu. Et puis, on décrypte grâce à toi un tapis antique. Et enfin, on va dire que tu peux insuffler beaucoup de vie à tes personnages. Je pense que c'est ça qui te caractérise. Alors, une question... maintenant que tu as tout dit, je peux m'en aller, quoi. Il faut faire une belle présentation. Le truc, première chose, c'est finalement, comment est-ce que tu as commencé à écrire ? En fait, ça a été une histoire tout à fait bizarre. D'abord, j'ai commencé, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à faire des poèmes. Mais ce n'était pas les poèmes auxquels vous pouvez vous attendre, j'en faisais aussi. Mais à un moment donné, on a décidé de mettre en vers le programme de mathématiques de terminale. Et donc, les premiers poèmes que j'ai publiés étaient, par exemple, la résolution des équations du second degré en alexandrin. Et ça a été mon premier poème publié, je dirais, au niveau français, puisqu'il y a un prof qui a trouvé ça marrant, qui l'a proposé à l'INSERM, qui était le truc des enseignants, et le truc s'est retrouvé dans un bouquin. Voilà. Donc, vous voyez, la résolution des équations du second degré en alexandrin. Ne me demandez pas de la réciter, je peux vous le faire, mais c'est pas drôle. Et puis, en fait, j'ai fait des tas de chansons parce que j'avais mon groupe de rock à l'époque. Et un jour, donc, mon épouse et moi, on s'est retrouvés. Elle commençait son travail à Airbus en juillet, le 1er juillet. Elle était sous-traitante. Et moi, je commençais ma thèse à Airbus le 1er août. Donc, je l'amenais à Airbus d'un coup de voiture. Et puis, je revenais à la maison, il était quoi, 8h30. Et je n'avais rien à faire de la journée à part l'attendre. Et pour une raison que je ne comprends toujours pas, j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit une nouvelle. Ça m'a pris pratiquement tout le mois de juillet. Le mois d'août, j'en ai écrit une deuxième. Le mois de septembre, j'en ai écrit une troisième. Troisième que j'ai envoyée à la revue Fiction.
Et Alain Dorémieux, qui était le directeur de la revue Fiction à l'époque, m'a répondu, mais en quelques semaines, et le texte a été publié. Et à partir de là, je sais pas, j'ai eu le sentiment que bon, ok, ça marche, on peut le faire. Je peux pas dire que je suis pas quelqu'un qui doute. Je me dis, tu vas essayer. Mais à chaque fois, je me dis, tu vas essayer, puis maintenant, il va falloir que tu bosses vachement pour arriver à un niveau suffisant. Et donc, j'ai commencé ce truc-là. J'ai vraiment bossé. Puis, par exemple, ma 5e nouvelle, qui se trouve dans l'anthologie du festival, là, qui est une nouvelle qui s'appelle Détails de l'exposition. Je l'ai expédiée à Joël Vintrebert pour l'anthologie Univers 84, je crois. Et elle l'a acceptée. Et quand j'ai reçu la lettre d'acceptation, j'avais déjà fait 2 autres versions de la même nouvelle que je considérais comme meilleures. Alors je lui ai envoyé une lettre en engueulade en disant mais comment t'as pu accepter cette merde, j'ai fait beaucoup mieux depuis. Et du coup elle en a lu 11 versions et elle en avait mais ras-le-bol. À la fin elle m'a dit écoute, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'en ai vraiment plein le dos de ce texte, alors qu'elle avait accepté la première version du texte, quoi. Mais j'étais comme ça. Alors après je ne sais pas pourquoi je le fais. Ce qui est certain, c'est que j'adorais communiquer, j'adorais échanger, j'adorais partager mes histoires, partager mes chansons, partager mes poèmes, tout ce que je veux. Et cette notion de partage, tu la retrouves chez pratiquement n'importe quel écrivain. L'envie que ce qu'on a dans la tête soit transmis, d'abord soit matérialisé et ensuite soit transmis. Et on écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein. On n'écrit pas parce qu'on veut gagner de l'argent, ça c'est de la connerie, on arrête très vite. On n'écrit pas parce qu'on veut être riche et célèbre. On écrit parce qu'il n'est pas possible de laisser cette histoire en friche sans la faire passer, sans la transmettre, sans l'échanger et sans qu'elle puisse mener sa vie. Voilà. Donc j'ai écrit, mais je ne sais pas te dire pourquoi. Alors d'ailleurs, tu as écrit une dizaine de romans, comme je disais, mais quelque part, tu es très connu pour les nouvelles et tu en as écrit tellement. Est-ce que tu as un rapport particulier avec le texte court ? Oui, j'ai un rapport particulier avec le texte court. J'en ai lu toute ma vie, j'ai adoré ça. Quelques-uns des plus beaux livres ou textes de ma vie sont des recueils de nouvelles. Je veux dire, les recueils de nouvelles de Salinger, le Vermilion Sands de Ballard, etc. Ce sont des objets parfaits. Et un jour, Gilles Dumay, qui est un remarquable éditeur, a dit... on ne peut pas écrire un roman parfait, mais on peut écrire une nouvelle parfaite. On peut écrire une nouvelle dont on ne peut pas déplacer le moindre mot. Et je me suis toujours dit, si un jour j'y arrive, j'aurai le sentiment d'avoir fait quelque chose, d'avoir pondu un œuf, quoi, en gros. Et les nouvelles, c'est aussi quelque chose... Il faut savoir que j'avais une vie professionnelle très active. Je passais beaucoup de temps au boulot, j'avais un boulot absolument passionnant. J'ai une famille, je suis marié avec la même dame merveilleuse depuis 42 ans. J'ai 2 enfants. Je faisais des textes de chansons. Donc, écrire un roman, c'était me lancer dans 1 an et demi, 2 ans avec les mêmes personnages. Une nouvelle, en 3 semaines, je pouvais la plier. Et donc, quelquefois, j'avais une idée, donc je me disais ça, ouais, ok, c'est rond, je la sens bien, je l'aperçois, je prenais des tas de notes. J'ai en général pris plus de notes pour une nouvelle que la longueur de la nouvelle elle-même. Et là, je pouvais faire une nouvelle, voilà. Alors après, pourquoi ça marche, j'en sais rien, hein, je ne sais pas te dire. Alors, mais j'adore ça. Au-delà de la question du temps, il y a un plaisir différent dans la nouvelle, hein, par rapport au roman, pour toi ? Oui, il y a un plaisir différent parce que la nouvelle, c'est la nouvelle, et quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, qui est la novella, c'est-à-dire la très longue nouvelle ou le très court roman. C'est quelque chose débarrassé de toute sa graisse, c'est débarrassé de tout ce qui peut être une affaîtrie, qui peut être secondaire, etc. etc. C'est un steak tartare, mais sans les frites. Et avec juste la viande, juste le truc qui va bien. Et ça m'intéresse parce qu'à un moment donné, j'ai plus envie de me taper une scène pas vraiment utile, mais qui fait du volume. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de quelque chose qui soit vraiment une idée concentrée, et puis au dernier moment, le truc qui te rebalance ça dans la figure, et tu as une deuxième idée qui se superpose, ça explose, et le tout en 15 pages. Ça donne des textes de chansons quelquefois admirables. Je ne sais pas si vous connaissez le texte de Déjeuner en paix, qui a été écrit par Philippe Gian pour Stéphane Echer. Un texte comme ça, moi je me dis ok, j'arriverai jamais à ça. C'est tellement parfait, c'est tellement juste, c'est tellement ce qu'il faut faire que j'étudie ça, quoi, avec humilité. Je me dis bon, c'est ça qu'il faut faire. Et la nouvelle, c'est ce sentiment qu'on peut englober en quelques pages quelque chose qui va se développer dans la tête du lecteur et va devenir très grand. Et la marque d'une nouvelle réussie, c'est quand vous mettez plus de temps à la raconter qu'à la lire.
une bonne nouvelle, vous mettez très longtemps à la raconter parce que vous avez plein de choses à raconter, alors que quand vous la lisez, il y a juste les éléments qui vous permettent de construire dans votre tête un univers entier. Et ça, c'est merveilleux. En tant que lecteur, je peux te dire que ça reste des choses qui m'émerveillent. Et ton style souvent, moi je le trouve poétique et sensible. Alors ça n'empêche pas des moments de cruauté ou des... Oui, mais il y a quelque cruel. chose qui est vraiment de l'ordre du poétique. C'est quelque chose qui est naturel, c'est travaillé, c'est constant en fait. C'est mon travail de parolier et de poète, si je puis dire. Et puis c'est le fait aussi que quand j'ai étudié, parce que j'ai fait des études scientifiques, mais j'ai fait du latin et j'ai fait beaucoup d'études de français. Ça m'intéressait, donc je suivais tous les cours optionnels de français, les trucs comme ça. Et que tu le veuilles ou non, la poésie est intrinsèque à la langue française, au moins jusqu'à une certaine époque. Et chez certains auteurs, tu étudies Baudelaire, par exemple. Baudelaire que tout le monde connaît et qui a fait chier tous les élèves à un moment donné, alors que c'est un type extraordinaire. Baudelaire est un type qui te prend un alexandrin et qui étudie dans un même poème toutes les façons de faire sonner un alexandrin, de le découper en tranches, de le faire percuter pour soutenir ce qu'il dit. Tu peux avoir un alexandrin coupé à ce qu'on appelle la césure à l'hémistiche, c'est-à-dire 6 pieds puis 6 pieds, ou alors 3, 3, 3, 3, tu fais une espèce de valse. Tu peux faire du 2, 2, 2, 3, 3. Mais de temps en temps, il se permet de faire des choses qui sont du travail impair, et à ce moment-là, ça sonne, mais parfaitement, et ça te rentre dedans. Et ça, c'est quelque chose que j'ai étudié parce que ça me provoquait une émotion dont je me disais, si ça marche, j'aimerais restituer ça pour les autres. Je vais vous faire une poésie, mais il y a un poème de Baudelaire qui est très connu qui dit « Sois sage ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille ». Donc premier vers, ta 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 ta. D'accord ? Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, pareil, portant aux uns la paix, 6, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude de villes, sous le fouet du plaisir, virgule, ce bourreau sans merci, s'en va chercher l'oubli dans des fêtes serviles. Et là, il te balance le truc. Ma douleur, 3. Donne-moi la main, 5. Viens par ici, 3. Et là, toi, tu prends ça dans la gueule parce que d'un seul coup, tu changes le ton où il est en train de décrire une perspective générale et puis il s'adresse à toi et puis il dit « Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. » Et là, on est empoigné, on est pris. Pourquoi ? Par la magie de quelque chose qui fait 3, d'accord, qui sonne. D'accord ? Voilà. Ça, que tu le veuilles ou non, quand tu le prends dans la figure et que tu te rends compte que ça marche, qu'on arrive simplement par une rythmique, simplement par une façon de faire glisser les sons, de les faire s'entrechoquer ou de les faire au contraire passer tout en fluidité comme un chant de flûte, quand tu t'aperçois qu'on peut faire ça, c'est parfait. Je veux dire, tu te dis j'ai envie de savoir faire ça et tu bosses jusqu'à savoir le faire. C'est un peu comme quand tu es musicien, tu entends le musicien dont tu te dis je veux jouer comme lui, tu bosses. Et tu fais tes gammes et tu étudies et tu regardes le truc. Puis à un moment donné, tu t'aperçois que tu fais pas comme lui, mais tu fais comme tu voulais toi que ça soit. D'ailleurs, tu viens de le dire, on l'a tous compris, la musique c'est très important dans ta vie, dans ton œuvre. Là on vient de parler de rythme, mais aussi on le comprend parce que c'est une de tes passions. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu es parolier, mais tu as aussi été musicien dans ta jeunesse, j'imagine que tu continues. Je l'ai été, mais je suis un très mauvais musicien. Je suis parolier, mais je suis un très mauvais musicien. On a le droit de faire de la musique pour soi aussi. Et tes personnages aussi parfois sont musiciens. Oui, ils sont artistes tout au moins. Ils sont artistes, ouais. Et c'est un rapport particulier dans ton écriture. Tout est lié à la musique ou pas ? Tout n'est pas lié à la musique, mais tout est lié, je dirais de façon générale, au son. Je me rends compte que les textes qui m'intéressent, les textes des autres, sont ceux dans lesquels il y a une ambiance sonore, dans lesquels il y a des odeurs, dans lesquels il y a des goûts. Il y a tout ce qu'on appelle un sensorium, c'est-à-dire tous les éléments de sensorialité qui vous permettent de dire, je n'ai pas seulement la vue, mais j'ai du bruit. J'ai du bruit, j'ai des sons et j'ai quelque chose qui accompagne. J'ai Frodon et Sam qui marchent dans une forêt. Je veux entendre le frisli des feuilles. Si je n'ai pas ça, quelque part le bouquin n'est que, qu'une espèce de promenade en 2D. Et sa sensualité, elle me manque. Et quand je fais des ateliers d'écriture, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup de temps et beaucoup d'importance, de dire faites sonner, mais aussi faites goûter, faites sentir, faites toucher. Donner ces éléments-là. D'accord ?
Et c'est vrai que pour moi, la musique, c'est vraiment, enfin, c'est une part importante de mon activité. Et puis maintenant que je suis à la retraite, je peux passer du temps au studio. Et c'est pas grave si je me couche à 4h du matin. J'ai pas réunion à 9h comme ça m'arrivait un petit peu trop dans ma vie professionnelle. Donc je peux dormir. Mais c'est aussi véritablement que tu amènes un texte à un compositeur où il t'amène une musique. Et à un moment donné, tu entends quelque chose dans la musique qui n'est pas le rythme immédiat, mais qui est ce que j'appellerais le rythme secondaire. Et tu joues avec ça. Et tu peux te dire, j'écris le texte sur les cuivres, j'écris le texte sur la batterie basse, j'écris le texte sur les harmonies qui n'y sont pas, j'écris le texte dans les creux de la musique. Tu as plein de façons de faire. Et à un moment donné, tu dis, ok, comment le chanteur va le dire, comment il va arriver à faire. Et quelquefois, il y a des chanteurs qui me bluffent. Je travaille il y a une fille que j'adore qui s'appelle Corinne Lesage qui fait des versions de nos chansons. Et ben, quand elle le fait, ça sonne bien. Et là, je me dis, ok, j'ai réussi ce qu'elle fait parce qu'elle le fait très bien, quoi. Voilà. Et ces textes-là, tu les écris toujours sur de la musique ou des fois tu écris avant la musique? Non. Tu peux écrire ce qu'on appelle en l'air, c'est-à-dire tu écris un texte tout seul, puis tu vas voir un compositeur et tu lui dis, est-ce que tu as envie de me faire une musique là-dessus? C'est assez fréquent. Un texte, ça peut te sortir en 5 minutes. Ça m'est arrivé à n'importe quel moment, aux toilettes, en réunion, etc. Tu as un truc qui t'arrive et puis quelquefois tu mets un an à le terminer, mais tu as au moins 10 lignes qui débarquent. Tu vois. Sur mon téléphone, j'ai toujours un petit fichier ouvert sur lequel je tape ce qui me vient. Tu vois. Bon. Puis à un moment donné, c'est prêt. Après, tu as des gens qui t'amènent la musique. Quelquefois, ils te disent, j'ai composé la musique, mais c'est sur un texte anglais. Et il faut que tu me fasses la version française du texte anglais, mais il faut que ça sonne comme le texte anglais. Ok, d'accord. Et puis tu lui dis, et tu veux des frites avec ça? Oui, mais ça serait bien en plus si ça parlait à peu près de la même chose. D'accord, mais tu es sûr de ça? Enfin, parce que je peux partir sur autre chose peut-être. Et après, le travail, c'est un travail de discussion aussi avec le compositeur et avec l'interprète. Parce que ce qu'il y a de bien, c'est que de temps en temps, l'interprète te dit ah oui, non, ça, je ne peux pas le manger, j'y arrive pas à le faire comme il faut, donc il faut le retravailler d'une autre façon. Et puis, quelquefois, ça arrive quelquefois, il y a des changements au dernier moment en studio, et il vaut mieux pour un parolier être en studio, parce qu'à ce moment-là, tu dis ok, je vais m'occuper de vous faire ça, je ne vais pas vous laisser le faire tout seul. Parce que je peux vous donner un exemple, j'ai sur un disque qui a été pourtant numéro 1 en Tunisie. Il y a un gars qui chantait une chanson dans laquelle je chantais qu'on roulera comme deux frères de Nashville à la frontière avec les chœurs qui disaient droit vers le sud. Et frontière, il n'a pas réussi à le mettre. Donc il a chanté de Nashville à Vancouver. Et avec les chœurs qui faisaient droit vers le sud. Alors pour ceux qui connaissent, Nashville, en bas là, hein, tout à fait en bas. Vancouver, au Canada, tout à fait là-haut. Avec le mec qui chante droit vers le sud quand même. Et quand ils m'ont fait écouter le CD, j'ai éclaté de rire. J'aurais dit d'accord, c'est un super gag. Maintenant, faites-moi écouter la bonne version. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais c'est la bonne version. Et j'aurais dit mais attends, je sors l'atlas. J'ai dit t'es quand même au courant que Nashville là, Vancouver là. Et le mec me dit tu sais si moi je le sais pas, mon public non plus. Hein. Voilà. Donc depuis, je vais en studio systématiquement quand on enregistre une de mes chansons. Et tu as été parolier en fait avant d'être écrivain de romans et de nouvelles. Ben, j'étais parolier et compositeur, mais mes musiques étaient merdiques. Mais j'ai eu la chance de tomber sur ce gars qui était mon prof de guitare quand j'avais 16 ans. Et on est devenus assez potes, puisqu'il m'a donné quand même pas mal de cours. Et à un moment donné, il m'a fait écouter ses chansons et j'ai fait écouter les miennes. Et je lui ai dit, tu sais, je suis désolé de te le dire Norbert, mais tes textes, je les sens pas bien, hein, vraiment. Tes mélodies sont superbes, j'aime beaucoup, mais tes textes, non. Et puis il a éclaté de rire, il m'a dit, tu sais, tes musiques, hein, franchement, tu oublies. Hein. Mais tes textes, on peut faire quelque chose avec. Et à partir de là, soit on se foutait sur la gueule, soit on travaillait ensemble. Bon, on a travaillé ensemble. Et vous travaillez toujours ensemble? Et 42 ans après, on travaille toujours ensemble. On a déposé, vous vous rendez compte, notre première chanson à la SACEM en 1977. Vous voyez que ça date pas d'hier. Et le nouvel album qu'on vient de faire, qui est le 6e album de Now, hein, c'est uniquement des chansons qu'on a faites des années 80, qu'on avait composées dans les années 80, et on les a enregistrées en analogique pour retrouver le son de cette époque. Et on a récupéré d'anciens synthés de l'époque et des instruments de l'époque. Et donc on a joué sur des vrais Juno 106, sur des trucs comme ça, et mixé en analogique. Et donc on a cette espèce de son un peu chaud, pas tout à fait pur, mais avec des erreurs intéressantes, je dirais.
Et vous avez un studio d'enregistrement pour faire tout ça? Oui, on a un studio d'enregistrement, nous déjà, pour enregistrer nos trucs. Mais tu sais, maintenant, un studio d'enregistrement, c'est basiquement un ordinateur, Cubase dessus, un clavier et une entrée MIDI, et des VLC, des pads, des trucs comme ça, pour avoir un son de batterie, un son de piano, un son de guitare, etc. Et comme le gars avec qui je bosse, Norbert, il est multi-instrumentiste, et il joue à peu près de tout, si tu veux. Il est essentiellement guitariste, mais il joue vraiment de tout. Ben, on fait notre studio, et puis après, on l'amène dans un, entre guillemets, vrai studio pour faire les mixages définitifs, pour faire l'assemblage du CD, le truc. Et on vient d'y passer 3 jours. Là, je t'ai dit, j'ai pas dormi 2-3 jours de suite, quoi. C'était, mais c'est tellement génial. Et puis son fils vous a un petit peu aidé aussi? Sandy, non. Sandy nous file plein de matos, mais Sandy, c'est quelqu'un. Alors d'abord, il faut savoir que Sandy Willem, c'est un extraterrestre. Quand je dis c'est un extraterrestre, c'est un mec que j'ai vu avoir une idée de chanson dans la tête au moment du petit déjeuner et l'avoir terminée sur son studio avec, je sais pas, pratiquement 128 pistes ou quelquefois 200 pistes à la fin de la journée. Et pas une fois, jour après jour, tu vois. Il avait à l'époque 7000 références à la SACEM. C'est un mec qui a fait des chansons pour Beyoncé, qui a fait des chansons pour Katy Perry. C'est lui qui a fait, comment dirais-je, Fireworks pour Katy Perry. C'est lui qui a fait les 2 albums de David Guetta, la Sexy Beach et autres. C'est lui. Enfin, il a une ribambelle. Rihanna aussi, il me semble. Quoi ? Rihanna aussi, il me semble. Rihanna aussi. Enfin bon, bref, plein de gens. Il a fait, il a une quantité de trucs. Il est à 2 Grammy Awards. Enfin bref. Et alors évidemment, ce qu'on fait, ça lui paraît un peu amateur quelquefois. Et en plus, il a une oreille invraisemblable. Le jour où il a écouté une de nos chansons, il a dit « Il y a une vibration que j'entends qui me gêne. » Et on s'est aperçu qu'en fait, il entendait une clé USB qui était branchée sur l'ordinateur et qui vibrait légèrement. D'accord ? Vous le croyez, ça ? Moi, je l'entendais pas. Si tu veux. Et lui, il est, il est infernal, quoi. Bon. Plus c'est un musicien extraordinaire et c'est un remarquable bassiste. Donc, enfin, c'est un type adorable. Et c'est marrant parce que j'ai connu Norbert quand Sandy était bébé, mais vraiment bébé. La première fois que je suis allé chez lui, sa mère lui donnait à manger, si tu veux. Tu vois, c'était un bébé, il était là. Hein. Et maintenant, c'est un grand gaillard qui a pratiquement 50 berges. Et je vois Sandy, c'est la mesure du temps qu'on a passé avec son père. Est-ce que toi, tu entends les vibrations dans les textes, justement comme Sandy avec la musique? Oui. Alors, il y a des textes, je veux dire, il y a des gens qui écrivent. Par exemple, tu as une écrivaine de nouvelles qui est Sylvie Lenné. Tu as l'impression d'entendre Kate Bush chanter a cappella. C'est une chanson extrêmement pure, c'est monodique, tu vois, et c'est d'une pureté extraordinaire. À côté de ça, tu as des gens comme, je sais pas, Morgan of Glencoe, par exemple, qui elle aussi a une musique. C'est une musicienne. Dans les 2 cas, Sylvie Lenné est pianiste, Morgan of Glencoe est harpiste. Dans tous les cas, elle fait des concerts. Elle fait des concerts de harpe. Et ben dans ces cas-là, tu écoutes Morgan of Glencoe, par exemple, tu as un groupe qui joue. Et de temps en temps, tu as la basse, tu la sens qui pulse, tu sens que là, elle est sur sa pulsation et tu l'entends dans ta musique. C'est vraiment important. Alors qu'à côté de ça, tu as des gens que tu lis, que tu visualises, mais qui ne sonnent pas. Ils sont importants pour d'autres raisons, mais ils ne sonnent pas. Et ça, moi, ça me manque un peu quelquefois. Mais ça, on est musicien ou on l'est pas, on l'entend ou on l'entend pas. Et puis, tu sais, en tant que lecteur, tu as plein de gens qui l'entendent pas, hein. Tu as souvent encouragé les jeunes auteurs et par exemple en les accompagnant sur un forum qui existe depuis très longtemps maintenant qui s'appelle CoCyclix, mais pas que. Tu as été sans doute le premier parrain de CoCyclix, peut-être un parrain. Non, j'en sais rien. Le problème, tu vois, avec les nouveaux auteurs, comme tu dis, c'est que ce sont les gens qui vont m'écrire les livres que je vais lire. Ils sont donc des gens extrêmement importants dans ma vie. Ils vont me fournir la nourriture dont j'ai besoin. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Et quand je tombe sur quelqu'un dont je me dis, ah oui, lui ou elle, c'est bon, tout ce que je peux dire, parce que maintenant je suis un vieil auteur blanchi sous le harnois qui même avoir gagné le prix Ayarda, alors tu imagines, je peux leur dire, ce que tu fais, c'est vachement bien. Et le simple fait de leur dire ça, il paraît que c'est important. Et moi, j'y suis pour rien, leurs textes, c'est eux qui les écrivent. Le simple fait que j'arrive avec le grand tampon, je suis un vieil auteur blanc, cisgenre, etc., machin, qui a gagné des prix, pan, approuvé, tu vois, c'est censé avoir de la valeur. Et je le fais d'autant plus volontiers que je sais que je vais les lire, ces gens, tu vois, que je vais apprécier ce qu'ils font. Et effectivement, il y a plein de gens que j'ai lus et dont je me suis dit, mais c'est bien ce que tu fais. Et je ne me le suis pas dit intérieurement, je me le suis dit, et je me suis tourné vers la personne en disant, mais c'est bien ce que tu fais, putain, mais continue.
Et voilà, et ça suffit. Voilà. Et ça s'appelle un passeur, mais si tu veux, ça n'a qu'une importance très, très minime en fait. Et il faut savoir que moi-même, quand j'ai commencé à écrire quelques toutes petites nouvelles, ma 4e nouvelle a gagné le Grand Prix de l'Imaginaire. Elle s'appelait Les Nageurs de Sable, et c'était vraiment mon 4e texte. Et un certain Michel Jury, ça vous dit quelque chose? Michel Jury, c'était un mec, j'en avais un maître dans ma bibliothèque, enfin, c'était le mec qui avait écrit Le Temps Incertain. Moi, il y aurait toujours une assiette de soupe à la maison, si tu veux, c'était Michel Jury, qui m'appelle au téléphone et qui me dit « T'as gagné le Grand Prix de l'Imaginaire ». J'éclate de rire, j'ai dit « Ok, t'es un copain, tu rigoles, tu m'as fait une blague ». Il dit « Non, c'est bien Michel Jury ». Et il me dit « C'est bien ce que tu fais, il faut que tu continues ». Ben, ce mec-là, il y a lui et Jean-Pierre Andrevon qui ont décidé que j'étais des écrivains. Parce qu'avant, je ne l'étais pas. Avant, j'étais un mec qui écrivait des textes, mais être écrivain, si tu veux, c'est quelqu'un qui te regarde et qui te dit « Mais tu sais que c'est bien ce que tu fais ». C'est ça qui fait de toi un écrivain. Un jour, j'ai soumis mon premier roman et il a été accepté dans une édition qui s'appelait La Découverte, qui n'a publié malheureusement que 12 bouquins. Mais attention, sur les 12 bouquins, il y avait Neuromancien de Gibson, il y avait je ne sais plus quel truc, il y avait vraiment que des très très bons trucs. Mon bouquin devait être le 14e, ils sont arrêtés au 12e. Et Jean-Pierre Andrevon, qui était l'un des directeurs de la collection, me dit « Écoute, on est désolé, ça s'arrête ». Et il me dit par contre, si tu veux, est-ce que tu veux récupérer ton manuscrit? Ou même si tu veux, je vais passer au Fleuve Noir, je peux le ramener là-bas, ça t'évitera des timbres, parce qu'à l'époque, les manuscrits, c'était des machins papier, lourds, reliés, donc ça coûtait cher à envoyer. Et je lui ai dit, écoute, si ça ne te dérange pas, si c'est pas trop lourd, tu peux le faire. Il me dit, il n'y a pas de problème. Et il le dépose au Fleuve Noir. Le Fleuve Noir le prend, le publie. Et un jour où je passe au Fleuve Noir, la secrétaire me dit, veux-tu récupérer ton manuscrit? Sinon, poubelle. Alors je me dis, bon oui quand même, je vais récupérer le manuscrit, je le prends et je le feuillette et je tombe sur une lettre de Jean-Pierre Andrevon qui en 2 pages fait le panégyrique de ce texte et explique les raisons pour lesquelles il l'avait pris pour la collection et les raisons pour lesquelles il fallait que le Fleuve Noir le lise. Et quand tu lis ça, c'est Jean-Pierre Andrevon, putain. Quand tu lis ça, tu te rends compte que tu es un écrivain et que personne ne te l'avait jamais dit, tu vois. Et je revenais dans le train, je l'ai lu dans le train de retour de Paris à Toulouse. Je suis arrivé à Toulouse, métamorphosé, vraiment. Et j'ai toujours dit à Jean-Pierre Andrevon, j'ai dit, où que ce soit, quoi que tu fasses, tu passes par Toulouse, ton rond de serviette est prêt. Je te nourrirai jusqu'à la fin. Parce que ce que tu m'as fait, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. C'est ça un passeur. Mais en fait, c'est juste ça, tu vois ce que je veux dire. Alors ça me rappelle un souvenir, j'ai pas un petit peu parlé. Moi je me rappelle en 2011, on avait fait un repas aux Utopiales, alors c'était hors des Utopiales, avec les jeunes auteurs de Co-Cyclix. Oui, je me rappelle de ça, ouais. Il y avait Nadia Coste entre autres, il y avait Célia. Voilà, et c'est ça, et Célia Flo était devant toi, et je me rappelle, elle avait dit j'aimerais bien être un auteur, et tu t'étais penché au-dessus de la table, j'étais derrière, et je t'ai entendu dire mais tu es une autrice. Et aujourd'hui, elle a publié 6 romans, dont la trilogie Porcelaine. Je crois que c'est un peu la même chose en fait, c'est la même histoire, c'est une histoire de passation, et c'est une sorte de déclenchement aussi. Quand il y a quelqu'un qui est bon, en tant qu'écrivain, on se reconnaît tous. C'est-à-dire quelqu'un qui écrit un texte et dont on dit ça c'est un texte d'écrivain, même si le texte est mal foutu, même si le texte comporte des trucs améliorables, etc., on dit là il y a quelqu'un. Et à ce moment-là on dit ok, on s'assoit et on bosse. Ça m'est arrivé une fois, je peux vous raconter l'histoire, l'anecdote. On était une convention de SF vers le milieu des années 90. Et souvent, on disait aux gens, si vous êtes des jeunes écrivains, enfin des trucs, amenez-nous 5 pages, 10 pages, qu'on puisse discuter avec vous, qu'on puisse vous lire et regarder ce qu'on fait. Et donc, j'étais là, moi, dans cette convention. Et il y a un type qui dit, que je ne connaissais pas, un jeune qui dit, bon... j'ai entendu dire que vous accepteriez de lire, etc. Il avait une nouvelle de 10 pages, mettons. Et j'ai dit, mais écoute, avec plaisir, je prends sa nouvelle, donc papier, je le lis, je le réfléchis, je relis certains passages, et puis je lui dis, écoute, oui, c'est intéressant, il y a peut-être un travail au niveau de tes personnages qu'il faudrait que tu essayes d'approfondir un peu, qu'on les comprenne mieux, mais il y a quelque chose, continue, tu vois, puis je lui tends son papier. Et j'avais une copine qui était là, qui est devenue la mère de mon petit filleul, et qui me dit, écoute, Jean-Claude, ça m'ennuie de te déranger, mais moi aussi j'ai fait un texte, est-ce que tu accepterais de le lire? Je dis, ben oui, comme lui. Et elle me file un texte, mal foutu au possible, plus finir faire, mais une écrivaine, une vraie. Et je lui dis, toi, assieds-toi, je sors mon stylo rouge, et je commence à lui démonter sa première page, mais pratiquement à lui déchirer le truc, quoi, puis attaquer le deuxième truc, à lui déchirer le truc, puis j'étais vraiment sur le truc, et je lève la tête, je la vois, elle est en train de pleurer.
Et là, je lui dis, mais ça va pas, t'as un problème, t'as le rhume des foins. Et elle me dit, mais lui avant, tu lui as rien dit, et puis moi, t'es en train de complètement me démolir, qu'est-ce qui se passe, enfin, etc., etc. Et c'était tellement à l'écart de ce qui se passait que j'en suis resté interloqué. Et heureusement pour moi, à côté, il y avait une autre écrivaine qui s'appelait Wildy Petou, qui a éclaté de rire. Et alors là, la copine qui pleurait, je veux dire, il y en a un qui était comme ça et l'autre qui éclate de rire, elle s'arrête de pleurer et la copine qui éclate de rire, elle me dit, mais Anne, le gars qui était avant, elle se tourne vers moi, il valait rien. J'ai dit, il n'était pas très bon. Non, elle me dit, toi t'es bonne, donc on perd du temps avec toi, donc on te fait bosser, donc tu arrêtes de faire chier et tu bosses. Et elle a dit, c'est vrai? J'ai dit, ben oui, bien sûr que c'est vrai. Et elle a dit, ok, elle a séché ses larmes et elle a bossé. Et les deux textes en question, parce qu'elle m'en a fait lire un deuxième, ont été publiés par Dorémieux dans les anthologies le truc du vertige qu'il avait fait chez De Noël. Et c'est des textes qui ont vraiment été remarqués. D'accord? Tu peux faire ça. Quand tu es éditeur, ton boulot, c'est de faire ça. Mais la première chose, c'est que tu reconnais quelqu'un. Tu vois un texte, tu reconnais quelqu'un. Et les passeurs sont vachement importants. J'ai publié une première autrice dans ma collection de science-fiction chez Bragelonne, qui s'appelait Adriana Lorusso, qui est une dame qui avait 60 et quelques années à l'époque où je l'ai publiée, pour une raison très simple. À Bruxelles, il y a un libraire qui était sur la Grand Place, dans une petite rue qui donne sur la Grand Place, et qui était quelqu'un que je connais bien. Donc chaque fois que j'allais à Bruxelles, et j'y allais tous les 4 matins parce que je travaillais avec la Commission européenne, j'allais passer prendre une bière avec lui ou discuter 5 minutes. Et, ça. Et à un moment donné, il me dit, tu sais Jean-Claude, j'ai reçu un manuscrit que je me sentirais parfaitement capable de vendre sur ma table. Ah, lui dis-je, je venais d'être directeur de collection chez Bragelonne, donc j'étais interpellé. Je lui dis, elle me dit, oui, tu verras. Il me dit, tu comprends, moi en tant que libraire spécialisé de SF, tous les gens qui écrivent de la SF me font lire des choses, c'est pas toujours intéressant. Il me dit, mais elle, je me sens parfaitement capable de la vendre si elle était publiée. Ah, lui dis-je, est-ce que par hasard je pourrais jeter un coup d'œil sur son manuscrit? Il me dit, écoute, il faut que je lui pose la permission. Donc il sort son téléphone portable, il l'appelle, il dit, allô Adriana, voilà, j'ai dans mon magasin un ami que je connais qui est éditeur qui aimerait lire ton livre. Non Adriana, il n'est pas fou, je le connais, il n'est pas fou, je te garantis, il aimerait lire ton livre. Est-ce que tu m'autorises à le lui passer? Mais non, je te garantis que c'est une personne tout à fait sérieuse. Puis il se tourne vers moi, il me dit bon, elle accepte. Et il me file une espèce de pavé, mais comme ça, de feuilles, en plus simple interligne, serré, enfin pas le bon format. Et là je me dis putain c'est lourd, je repars demain soir en avion, je sais ce que je vais faire, je vais en lire 50 pages ce soir avant de dormir, comme ça demain j'aurai le temps de repasser à la librairie, de lui rendre le machin et dire c'est pas pour moi. Sauf que j'en ai lu 300 pages. Qu'à 3h du matin, je me suis dit, bon, tu as une réunion avec la Commission européenne à 8h30, tu vas dormir parce que tu as besoin de dormir. Donc j'ai interrompu ma lecture à regret. Je me suis réveillé le matin à 7h, je suis allé aux toilettes et le premier réflexe a été de prendre une poignée de feuilles pour continuer. Et là, je me suis dit, ok, ce bouquin, que je le veuille ou non, je vais le prendre. Je l'ai fini dans l'avion, je l'ai relu, je me suis imposé de le poser une semaine, de le relire pour savoir, etc. Et j'ai appelé la fille en disant, je vous le prends. Je vous le prends sans aucun problème, il n'y a aucune discussion. On va bosser parce qu'il y a des trucs. La fille est italienne, elle l'avait fait traduire en français par une copine. Enfin, il y avait des problèmes de traduction. Mais le bouquin était formidable. Il en a écrit 3 ou 4 autres dans le même univers. Et j'ai été son éditeur à chaque fois en lui disant mais je veux faire ça. C'était superbe. Et bien ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a levé le doigt, qui est le libraire, qui m'a dit j'ai lu un truc qui mérite de. Et moi, quand j'ai la chance de tomber sur quelqu'un qui me file un manuscrit et dont je me dis mais attends, mais c'est vachement bien ce que tu fais, mon premier réflexe, c'est de décrocher le téléphone, d'appeler les éditeurs que je connais, d'appeler La Talente et de dire tu sais, il y a un bouquin que tu devrais essayer de lire. Et La Talente m'a dit d'habitude, on prend un bouquin sur tous les 2000, 3000 manuscrits. Quand tu nous en transmets un, on en a pris 3 sur 5. Donc, continue. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a des trucs qu'ils ont pris en disant, qu'ils ont lu en disant c'est pas pour moi. Mais eux aussi ont le réflexe de dire c'est pas mal. Donc, ils appellent machin qu'ils connaissent en disant on a un truc qui est peut-être pour toi. Tu vois, ça c'est le travail des passeurs. On se reconnaît entre nous. Et croyez-moi, un nouvel auteur, non seulement on l'accueille, mais on le mettra derrière les tables avec nous parce que c'est lui qu'on va lire, lui ou elle, pour le plaisir vraiment d'avoir quelqu'un qui fait partie du club. Voilà. On est des gens précieux et on est des gens rares, qu'on le veuille ou non. Donc quand on a la chance d'en repérer un, putain, mais on le soigne, vraiment.
On a beaucoup parlé des autres avec toi et on aimerait bien aussi te parler de toi et de tes œuvres. J'aurais aimé aussi parler surtout, enfin au départ, commencer par Étoile morte et Étoile mourante, que tu nous présentes un petit peu dans quel univers ça se déroule et pourquoi tu as écrit Étoile morte au départ. Alors pourquoi est-ce que j'ai écrit Étoile morte? D'abord parce que Étoile morte, c'est le roman, c'est aussi le roman de l'histoire d'amour entre ma chère et tendre et moi-même. Il y a beaucoup de choses chez Marika qui sont d'elle. Et j'avais envie d'écrire une histoire d'amour qui ne ressemblait à personne, qui était la nôtre. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est né du fait qu'un jour, je me promenais, il était 7h du matin dans Toulouse. Toulouse est une ville rose, c'est une ville de briques, d'accord? Et c'est une ville avec un fleuve. Et j'ai marché pieds nus le long de la Garonne sur les briques du sol qui étaient chaudes. Et la brume montait de la Garonne et faisait trembler les bâtiments qui sont dans le fond. Or, à Toulouse, il y a 2 bâtiments. Il y a une espèce de dôme avec un petit clocheton qui ressemble véritablement à un saint stylisé magnifique. Et de l'autre côté, il y a le clocher de Saint-Cernin qui est un sexe masculin étonnant, si tu veux, rose pareil. Et le tout avec cette espèce de brume qui les faisait vibrer, etc. Et j'ai dit, mais cette ville vivante, elle est chaude sous mes pieds, c'est une ville de chair. Et j'en ai gardé cette image-là. Et quelques temps plus tard, j'étais au nord de Copenhague dans un musée qui c'est à Helsinge, dans lequel il y avait ce qu'on appelle un stabile de Calder, c'est-à-dire un mobile qui est censé être stable, mais qui bouge quand même un peu, et qui était au bord d'une falaise magnifique. Et je regardais juste à côté, il y avait L'homme qui marche de Giacometti, qui était bref. Et donc je regardais ce stabile qui bougeait avec le vent, qui le faisait, qui l'orientait, etc. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une forme absolue du stabile? Est-ce qu'il y a un moment donné où l'auteur a décidé que l'œuvre finie, ce serait celle-là? Ou alors est-ce que c'est le fait qu'elle bouge et qu'elle converge vers cette forme-là qui est l'objectif de l'œuvre? Tout ça, ça s'est mélangé et ça a donné Étoile morte. Et j'ai commencé Étoile morte peu de temps avant que ma fille naisse. Et puis je l'ai continué, je dirais, jusqu'à la naissance de ma deuxième fille. Et puis là, j'étais obligé d'arrêter. Parce que 2 filles, 2 gamines, elles avaient 16 mois de différence. Vous imaginez se lever la nuit, les biberons, les trucs comme ça, on était crevés. Et alors, quelquefois, il m'arrivait d'écrire, j'avais ma fille dans les bras, elle avait 3 mois, et elle était là, donc je la câlinais. J'avais pris des journées comment dirais-je, de trucs pour enfants, pour naissance d'enfants, pour les parents, pour les pères. Et je lui lisais à haute voix ce que j'écrivais, elle faisait comme ça. Et quand elle se mettait à brailler, je me disais, oui, il faut peut-être que je retravaille, tu vois. Bon, et je lui ai dit, tu as toujours été ma première critique. Elle m'a dit, je m'en souviens pas du tout, elle a raison. Et donc le livre est né de ça, mais il est né du fait que j'ai un rapport à l'organique, j'ai un rapport à la chair qui est très fondamental. Mon père est médecin et il m'apprenait tout ce qu'il y a de beau dans une main. Quand vous regardez une main, que vous voyez la manière dont les muscles, les nerfs et les tendons réagissent pour faire cet objet extraordinaire qui est capable de serrer, qui est capable de caresser, qui est capable d'écaler un œuf, de tenir un œuf sans l'écraser, tu vois. Toutes ces choses-là, pour moi, c'est un émerveillement parfait. Et c'est un émerveillement, même quand il s'agit de tripes, même quand il s'agit de sang, c'est beau pour moi. C'est que ça a quelque chose de merveilleusement émouvant. Donc j'ai voulu parler de ça, j'ai voulu partager ça, et j'ai écrit Étoile morte. Et l'année où Étoile morte est sortie, donc j'avais gagné le prix Rosny avec celui-là, j'avais fait le premier doublé du prix Rosny, et Heyerdahl avait gagné le Grand Prix de l'Imaginaire pour son roman qui s'appelait Demain une oasis. Et donc, Le Fleuve Noir, pour la première fois, avait gagné tous les prix de science-fiction de l'année. La seule fois. Quoi ? Et la seule fois. C'est la seule fois, d'ailleurs. Ils n'ont jamais recommencé. Et donc, ils se sont sentis obligés de faire un cocktail. Donc, j'ai été invité à Paris. Et là, j'ai dit à Régine, mon épouse, j'ai dit, écoute, on y va parce que je veux rencontrer Heyerdahl. J'avais lu sa tétralogie qui était extraordinaire, qui est de La Bohème et livrée. Je vous recommande ça, son premier bouquin. Putain, un mec qui écrit un premier bouquin de ce niveau, quand même, ça se soigne. Et donc, j'ai voulu le rencontrer. Et je suis arrivé à ce cocktail. Alors, il faut imaginer une salle grande comme ça, à peu près, bourrée de monde. Et pas la moindre idée de ce à quoi pouvait ressembler Heyerdahl. Il n'y avait pas Internet à cette époque-là. Je veux dire, la photo n'était pas diffusée. Et puis, à l'arrière de nos bouquins, on avait des pubs pour des cigarettes. Donc, ça ne marchait pas bien. Et donc je vois une dame habillée en noir, assez sévère, qui était là, qui avait une espèce de regard de figure de proue, de vigie, là, qui regardait autour d'elle. Et je me suis dit, elle, vu le truc, c'est une attachée de presse ou quelque chose, elle doit connaître qui c'est. Et donc je m'approche d'elle, je dis, excusez-moi, elle me dit, oui. Je dis, voilà, je cherche Heyerdahl. Et vous êtes qui? Elle me dit.
Et j'ai dit, ben, je m'appelle Jean-Claude Dugnac. Et là, cette nana qui faisait 1m65, 70, elle m'empoigne, elle me soulève et elle crie « Yal, je le tiens !» C'était sa femme. Et je vois cette espèce de type blond avec des cheveux jusque-là qui traverse la foule, qui me dit « Dugnac, à Heyerdahl, il faut qu'on se parle. » Je lui ai dit « Je suis venu pour ça. » On s'est barré du cocktail, on a trouvé un bureau vide et on est resté pendant 3 heures à bavarder. Et quand on est revenu, il n'y avait plus rien à boire, plus rien à bouffer. On a presque cru qu'on ne sortirait pas parce qu'ils étaient en train de fermer, tu vois. Bon. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Heyerdahl. Et à partir de là, ça a été instantanément l'amitié. On a lu nos textes les uns après les autres. On a décidé d'écrire une nouvelle ensemble. Et la nouvelle, elle a donné un bouquin d'1 200 000 signes. Parce que on est parti, et puis le sujet s'étendait, et puis il devenait encore plus grand, et puis on a eu plein d'idées, et puis il est arrivé en disant mais attends, ça va pas aller, il faut encore plus, et puis à un moment donné on est arrivé en disant mais la fin qu'on avait prévue, elle est trop petite, elle est trop étroite, et j'ai dit oui mais d'accord on va trouver un truc encore plus grand, et puis à un moment donné je lui ai dit mais c'est totalement infaisable comme bouquin, il m'a dit oui mais on continue, et puis on est arrivé en haut, puis à un moment donné on a dit ben voilà, on y est, et on s'est regardé, on a dit ben on y est, 4 ans et demi de boulot, mais on l'a fait. Voilà comment ça s'est fait, tu vois. Et dans le détail, comment vous êtes organisé à 4 mains comme ça ? D'abord, il faut savoir une chose, c'est que bosser en collaboration, je ne l'ai fait qu'avec Heyerdahl, je l'ai fait aussi avec des amis musiciens, et puis je l'ai fait aussi dans mon bureau technique, puisque j'écrivais des propositions techniques pour la Commission européenne et pour l'État français éventuellement, où là on collabore avec différentes sociétés. Il y a des règles, si tu veux. Mais la première règle, c'est de ne pas avoir d'ego. Le principe, c'est si ça nous va tous les deux, si bon, s'il y en a un des deux qui n'est pas content, on retravaille. Et je ne cherche pas à ce que ce soit toi ou ce soit moi, ou que ce soit... Il faut que le bouquin soit meilleur. Et donc, on a travaillé en s'échangeant des tas de lettres, en avançant et en se relisant et en acceptant. D'abord, on s'est partagé 2 rameaux, il y avait 4 rameaux au début, 2 rameaux chacun. Et le principe, c'était, il y en a un dans lequel on est parfaitement à l'aise, le sien, on le prend. Et le deuxième dans lequel c'est l'autre qui aurait dû être à l'aise, et on le prend justement pour apprendre. Donc Heyerdahl s'est retrouvé à traiter les organiques, alors que ça aurait dû être moi. Et moi, je me suis retrouvé à traiter les connectés. Bon, les connectés, je pouvais le faire, mais les originels, c'est-à-dire ceux qui restaient sur Terre avec ces problèmes de politique à la con, qu'Heyerdahl aurait dû faire. Sauf que chacun l'a fait à sa façon, bien entendu. Il a fait un truc des organiques en traitant de politique, et moi j'ai fait un truc de politique en traitant d'art. Ce qui prouve bien que on ne peut pas s'empêcher d'être ce qu'on est, quoi. Mais enfin, on a travaillé là-dedans. Et puis à partir du moment où on s'est réunis, le principe c'est on avance, on continue, on prend le relais les uns après les autres. Grâce à Internet, on s'envoyait chaque soir les textes qu'on avait écrits dans la journée. Et puis on avançait. Et puis il y avait des moments où Yal me disait écoute là il faut que j'écrive un roman parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Et donc il partait pour 3 mois à écrire autre chose, dans lequel j'intervenais, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de romans d'Heyerdahl dans lesquels j'ai écrit 2-3 chapitres, et pas mal de mes bouquins, dont la réédition d'Étoile Morte d'ailleurs, dans lequel il y a les passages écrits par Heyerdahl. Voilà, on est un peu fusionnel sur cet aspect-là. Et donc on avançait. Et à un moment donné, Yal a dit à la fin, il a dit écoute je vais tout reprendre. Il a tout repris, mais à sa main, si tu veux, en disant, dans le fond, j'ai rien changé, quoi. J'ai gardé tel que c'était. Ça sonne, tout va bien. Et à la fin, on a fini vraiment, on était charrette, mais on a bourré, quoi. Et on a eu le prix de la Tour Eiffel tout de suite dans la foulée. Et le prix Ozone. Le prix des fins. Ah non, ça nous a beaucoup... Et le bouquin, c'est marrant parce que Étoile Mourante a créé une certaine polémique. Il y a des gens qui ont dit c'est pas ça qu'il faut faire, enfin, c'est trop compliqué, c'est trop ci, c'est trop ça, etc., etc. Et 20 ans après, le bouquin est réédité dans une collection classique, tu vois, donc tu te dis, quelque part, le bouquin a survécu à tout ça, tu vois. Mais on avait vraiment vécu des moments où on avait des critiques à la fois dithyrambiques et des critiques totalement négatives. C'est un bouquin qui n'a laissé pratiquement personne indifférent. Et alors par contre, il y a un sentiment totalement jubilatoire, c'est quand tu te balades à Paris et que tu vois sur les abribus de Co ou sur les grandes affiches 4/3, tu vois ton bouquin, si tu veux, avec ton truc. Il n'y a pas ta photo, heureusement, mais il y a la photo du bouquin, il y a tu vois, les trucs. Alors là, ça c'est totalement jubilatoire. Ça. Alors il n'y a pas eu que Étoile Morte et Étoile Mourante, ça serait dommage de résumer ton écriture à ça. Il y a plus récemment, tu as fait la trilogie du Troll. Ouais. Alors est-ce que le Troll te ressemble un petit peu et surtout de quoi ça parle? Tu peux nous le présenter, c'est de la live fantasy. Je peux vous le présenter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été dû d'abord à mon éditeur que je salue, parce que
il m'a dit, à un moment donné, il m'a dit, tu sais, dans tes recueils, je faisais des recueils de nouvelles, j'en ai fait 9, je crois, chez eux pour l'instant. À la Talente. À la Talente, oui. Il m'a dit, on aimerait bien qu'il y ait un texte un peu humoristique dans chaque recueil. Alors je lui ai dit, tu sais, je suis pas quelqu'un qui a un humour particulièrement valable, etc., etc. Et là, je l'ai vu s'écrouler de rire par terre. Il a dit, bah, ça fait rien, continue. Bon, c'est mon éditeur, il faut faire ce que dit son éditeur, c'est clair. Et donc, un jour, je lui ai écrit une nouvelle avec ce troll. C'était vraiment une nouvelle, le troll, il était encore à l'état de prototype, quoi. Il était avec... En fait, tout l'univers y était. Parce que l'idée que j'avais, c'est de me dire... Qu'est-ce qui se passerait si on avait un univers de fantasy à la Seigneur des Anneaux, donc avec des trolls, des nains, des elfes, des chevaliers teutoniques, etc., et qu'ils inventent le progrès, qu'ils aient des ressources humaines, qu'ils aient des réunions, qu'ils aient des tableaux Excel, qu'ils aient des notes de frais, qu'ils aient des... Tu vois, tous ces trucs-là, qu'est-ce qui se passerait? Et à partir de là, donc, je suis parti dans ces histoires-là, tu vois, et j'en ai écrit 2 ou 3, et... Mon éditeur, après un certain nombre de trucs, m'a dit, tu sais que c'est de loin les nouvelles les plus populaires chez pas mal de mes lecteurs qui me disent, quand est-ce qu'il nous en fait d'autres, tu vois, et il m'a dit, t'as pas envie de faire un roman avec ces personnages? Et alors j'ai dit non, tu sais, parce que j'ai pas d'humour, etc. Donc il a éclaté de rire encore. Et j'ai eu, heureusement, le coup de peau que j'ai eu, c'est que dans le premier roman, donc le premier roman du troll, l'instinct du troll, est arrivé quelque chose qui est formidable, est arrivé un deuxième personnage. C'est-à-dire que le début de l'histoire, le troll a accompli sa mission, il est allé combattre les armées du méchant nécromant, il est revenu au début du troll, on ne le voit pas faire ça, c'est pas la peine, et il est persuadé que son chef va le féliciter, parce qu'il est contremaître en bas dans la mine, et en fait le chef l'engueule, parce qu'il a oublié de ramener ses notes de frais. Il a oublié de ramener ses justificatifs financiers du voyage, si tu veux. Et donc, on ne peut pas clore la mission et les gens de la finance l'engueulent. Et donc, il lui dit, il faut que tu y retournes pour reprendre tes notes de frais. Et il dit, mais attends, mais ça sert à rien que j'y retourne. Les armées du truc sont en déroute, j'ai supprimé le néon des commentaires. Et l'autre lui dit, je veux pas savoir, tu y vas. Oui, mais en plus, c'est Pâques, c'est journées noires sur les routes, enfin, c'est une coche pas, je veux pas y aller. Et comme il s'énerve, et que ça énerve le chef qui s'énerve, le chef, à ce moment-là, c'est vraiment l'inspiration du moment quand tu écris, lui fait la pire punition qu'on peut faire un troll, il lui colle un stagiaire. Et à partir du moment où un stagiaire arrive, il y a une interaction. Et en plus du stagiaire, il y a la compagne du troll, dont il s'est séparé, mais avec qui il a envie de se remettre. Il y a le copain du stagiaire, qui est une espèce de geek. Je l'ai appelé Sheldon en hommage à tu vois, la série télé. Quoi ? Big Bang Theory. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Et donc, tous ces gens arrivent, puis il y a la fiancée d'eux, et donc tu te trouves avec un petit groupe de 4 à 5 personnes, si tu veux, j'ai pas fait la confrérie de l'anneau, mais enfin j'en ai fait 4 ou 5, quoi, qui sont là, qui sont tous des personnages, chacun dans leur genre, particulièrement déficients, mais en même temps attachants, enfin j'espère attachants, et je les lance dans des aventures totalement improbables, en me disant comment ils vont se débrouiller, sachant que pour une fois ils ont un budget, donc ils sont obligés de faire des trucs, où il y a des avocats, où il y a... Enfin, comment ça va se passer? Comment faire une histoire de fantaisie, de quête de fantaisie? Allons chercher le Graal, etc. Et voilà, là j'ai commencé le 4e où il y a une histoire de quête de Graal, mais c'est le Graal des nains. Et la question c'est, ça ressemble à quoi le Graal des nains? Il explique, on peut s'en servir de coquetier, tu vois. Et alors donc tu es en train de rechercher le Graal des nains qui est encore plus difficile à trouver parce qu'il est petit, tu vois. Donc tu te dis, tu pars dans des trucs comme ça et c'est évidemment complètement délirant. Et en plus, j'ai des tas de jeux de mots lamentables. Ceux qui me connaissent savent que c'est vrai que c'est un talent que j'ai d'être lamentable. Hein. Je ne m'en vante pas, je suis né comme ça, mais je suis très doué pour être lamentable, quoi. Et les jeux de mots que j'ai sont pathétiques. Et il m'arrive de me réveiller la nuit à rigoler d'un jeu de mots dont j'ai rêvé et à le noter, et ma femme qui me dit t'as encore fait un jeu de mots, reviens dormir, et je note le truc, voilà, et le lendemain je place le jeu de mots. Si dans le bouquin, dans l'un des 3 bouquins, vous voyez apparaître une scène dont vous vous demandez à quoi elle sert, il faut savoir que 10 lignes plus loin vous allez prendre un jeu de mots dans la gueule. Voilà, c'est comme ça, voilà comme ça c'est né. Et je peux te dire qu'à écrire, c'est d'une jubilation. Il m'arrive de rigoler tout seul en me disant putain mais qu'est-ce que tu es con, et ça sort tout seul avec le troll qui m'entraîne, parce que dans ces cas-là c'est des personnages qu'on ne dirige pas, on se laisse diriger par eux, on se laisse emporter par eux, et je vois le troll faire des trucs, je me dis mais pourquoi il fait ça, et puis en fait il a parfaitement raison.
Bon, et puis à la fin, je me marre. Bon, et j'espère que d'autres personnes se marrent. C'est pour évacuer 40 ans de vie professionnelle. Oui, 40 ans de vie professionnelle où tu vis des choses. C'est vrai que d'abord j'ai découvert que les réunions étaient des endroits particulièrement dangereux. J'ai découvert que dans la vie quotidienne, tu as des gens mais qui disent des trucs, tu te dis mais ils se rendent compte de ce qu'ils disent. Il y a un truc que j'ai replacé dans un troll mais qui est une histoire vraie. Il y avait 2 chefs qui ne s'entendaient pas dans une réunion à laquelle j'assistais. L'un des 2 chefs dit à l'autre « Bon, j'ai ce problème-là, il va falloir que tu me files ton meilleur mec. » Et l'autre lui a répondu « Aucun d'eux n'est assez bon pour être le meilleur. » Là, tu regardes ça, tu te dis « Ah oui, quand même. » Là, il y a du lourd. J'ai un tract de la CFDT qui dit « Le syndicalisme français, après avoir longtemps tourné en rond en cherchant à remonter la pente, est à présent à la croisée des chemins. » Là, on se dit « Ok. » Voilà, ça, mon troll aurait pu le dire. Et c'est vraiment ça, je veux dire, je les ai. Donc, dans ma vie, j'en ai accumulé un stock, mais pas possible. Et puis, si besoin, j'en invente, quoi. C'est pas... Et alors, ce qui est marrant, c'est que, t'entends, il y a des gens qui ont lu le bouquin qui m'ont dit « Ah ouais, alors donc, t'as travaillé dans telle société ?» Et j'ai dit « Non, moi, je connais pas, j'ai travaillé dans... » Non, t'as travaillé chez nous, parce que machin, c'est truc, je le connais bien, c'est le chef de service d'à côté. J'ai dit « Non, mais on a le même chez nous, hein, mais non, lui, il est unique, hein, non, je te promets. Non, t'as dû le rencontrer parce que c'est pas possible. » J'ai dit « Non, je suis désolé, je l'ai jamais vu. » Simplement, je sais pas, il y a une espèce d'archétype de chef à la con. Un peu comme dans la bande dessinée d'Hilbert, que j'ai eu envie de faire le Dilbert de fantasy, quoi. En fait, c'est ça. Et c'est drôle d'avoir des gens qui interagissent comme ça en disant mais celui-là c'est mon chef, celui-là c'est mon collègue, celui-là c'est... Gilbert, qui est une série comics américaine, ouais, très profondément cynique. Hein. Oui, avec un chef imbécile, avec je sais pas, bref, tous les personnages sont antipathiques et en même temps c'est passionnant. Et puis c'est vraiment la BD qui se passe dans l'univers du boulot, quoi. Et puis avant que tu puisses recevoir ton prix, j'aurais aimé aussi qu'on parle de 3 auras pour Lady Evangeline. C'est 2019 à la Talente, c'est celui qui est à votre droite. Oui. Alors là, c'est complètement autre chose. C'est un space opéra, normal. Mais tu sais, écrire complètement autre chose, c'est ma vocation. Hein. C'est quand tu écris, moi je n'avais pas envie d'écrire la même chose. J'aurais pas été capable d'écrire 200 San Antonio. J'aurais arrêté au 4e. Et simplement parce que j'aurais eu envie de faire autre chose. En même temps, Frédéric Dard a fait autre chose, si tu veux. Et alors, Evangeline, ça a d'abord été une novella. Ça a été une novella de l'histoire de cette fille qui est une adolescente odieuse. C'est un pléonasme, mais bon, c'est une adolescente odieuse qui se retrouve envoyée par son père qui est ambassadeur sur un astéroïde où elle est dans une espèce d'école qui va la visser un peu, militaire. Sauf que le lendemain de son arrivée, elle remonte dans le conteneur qui contient ses affaires, dans lequel elle se retrouve enfermée. Et pendant qu'elle est enfermée dans son conteneur, qui refuse de la laisser sortir, il y a une invasion extraterrestre d'insectes qui tue tout le monde et qui transforme l'école en une espèce d'énorme ruche. Et quand elle ressort, elle est la seule survivante. Et les bestioles, pour une raison qu'elle ne comprend pas, ne la tuent pas, lui dévorent ses vêtements, lui dévorent aussi l'ensemble de ses cheveux et de ses poils, et commence à la nourrir de façon bizarre et s'interface avec elle. Et elle est totalement paniquée parce que l'école, du coup, c'est devenu une espèce de machin avec des parois gluantes. Enfin, c'est à l'intérieur d'une ruche, quoi, littéralement. Avec des bestioles qui courent partout, qui sont grosses comme ça, y compris des espèces de bestioles guerrières qui ressemblent à des mantes religieuses noires, etc. Et elle, qui est musicienne, elle arrive à leur parler en claquant des dents, rythmiquement, et elle arrive à se faire reconnaître. Et elle communique par sa sueur, elle communique par ses phéromones, par ses sécrétions, tu vois ce que je veux dire. Et elle découvre petit à petit qu'en fait, ils veulent la transformer en reine de la ruche parce que la reine a été tuée pendant l'invasion et qu'ils ont besoin d'une reine. Et donc, ils la transforment en reine de la ruche. Et ça, c'était la novella. Et c'était une novella assez dérangeante parce qu'il y avait vraiment de l'organique partout, quoi. Il y avait de la sueur, il y avait des poils, il y avait des... Bon. Et puis, cette héroïne qui est en plus absolument insupportable, enfin, je veux dire... quand j'ai fini la novella, m'a dit « Mais c'est pas fini. Il y a plein de choses à te raconter parce que maintenant que je suis là-dedans, il faut quand même que j'en sorte. Et puis, il va se passer plein de choses. » Et du coup, on a fait un roman entier dont la novella ne constitue qu'un petit quart. Et en fait, tout ce qu'elle aura appris dans sa ruche, parce qu'elle réussit à s'en échapper, je ne vous explique pas comment, mais voilà, vous n'avez qu'à lire le bouquin d'abord, hein. Il faut bien que je gagne ma vie. Mais elle réussit à s'en échapper et elle utilise ce qu'elle a pu apprendre de cette façon-là, y compris les déformations de ce qu'elle est.
pour apprendre à communiquer avec une menace extraterrestre particulièrement dangereuse. Pourquoi est-elle dangereuse? Parce qu'elle ne sait même pas que les humains existent. Et parce qu'elle les tue sans s'en apercevoir. Et parce qu'elle n'a pas la moindre idée qu'on puisse communiquer, puisque c'est un être unique. Et la question que je me suis posée tout le temps, c'est comment on communique? Comment cette fille communique avec son père, ambassadeur, parce que son père l'aime et elle aime son père, mais visiblement, ça ne clique pas. Comment on communique avec les abeilles de la ruche? Comment on communique avec cette espèce de nuage qui tue les gens? Comment on communique avec les gens autour d'elle? Comment on communique avec des gens pour qui la notion même de communiquer n'existe pas? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des questions que je me pose depuis très longtemps. J'ai 2 filles qui ont été adolescentes, donc j'ai vécu ces passages-là. Et je me suis dit, est-ce que mon autrice en est capable? Et je l'ai fourrée dans les pires situations, dans les pires emmerdements. Et elle a survécu. Et elle a fini par me déclencher une espèce d'admiration réticente par sa capacité à survivre à tout ce que je lui balançais sur le chemin. Et à la fin, l'histoire c'est fini, mais il y a des gens qui sont revenus me voir en me disant, mais t'as pas envie d'écrire une deuxième aventure avec elle parce que, ok, elle est ce qu'elle est, mais quand même, c'est une vraie personne, on a envie de savoir ce qu'elle devient. Et là, je me suis dit, ok, il faudra peut-être que je le fasse, tu vois. Le bouquin est parfaitement fini, il est autonome et tout et tout. Mais je me dis, cette personne-là, comme d'autres personnages que j'ai créés, elle est toujours là. Voilà. On va peut-être se prendre un petit peu de temps pour une question ou deux de public, hein, si vous avez envie. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que vous en avez pas marre que je parle? Si. Allez, une petite dernière question. Quels sont tes projets actuellement? Alors mes projets en ce moment, donc j'ai arrêté un disque, j'ai fini un disque il y a 3 jours, donc je vais arrêter un peu la musique. Donc je repars sur un nouveau disque pour un nouveau chanteur qui est, c'est une histoire compliquée. Mais je suis sur, d'abord j'ai une nouvelle que j'ai terminée qui va apparaître dans le prochain Bifrost. Et je suis revenu aux affaires parce que pendant 2 ans pratiquement j'ai pas écrit. Et puis maintenant je me remets sur tous mes anciens projets. Donc je termine La Guerre des Cercles, qui est un roman de fantasy très noir, pas du tout drôle, alors là celui-là, un roman de fantasy qui se passe littéralement à la fin des temps et où il y a de la magie, mais qui est la magie des noms, c'est-à-dire que quand tu connais le nom des choses, tu peux agir sur ces choses. Et donc connaître le nom d'une personne, c'est une personne qui est morte en particulier, c'est la possibilité d'agir sur elle, enfin d'une certaine façon. Et j'écris surtout 2 novellas de science-fiction qui sont des sujets mais complètement infaisables. C'est ce qui m'intéresse, je fais que des trucs infaisables, si tu veux. Il y en a une, ça fait pratiquement 10 ans que je l'ai commencé. Hein. Elle s'étend sur 1 million d'années, elle a une idée que je trouve extraordinaire, mais comment arriver à la rendre bien, je bosse dessus. Et la deuxième, je suis en train de la terminer là. Et pareil, je la proposerai, je pense, à Bifrost. Et ça les fait rigoler parce que ça fait longtemps que je leur en parle de ces nouvelles, mais là maintenant, quand même, ça va se conclure. Et je suis là-dessus. Et puis après, j'ai d'autres idées. J'ai pas de problème j'ai pas de problème d'idées. J'ai de quoi écrire sur 20 ans. J'ai un autre troll qui pointe. Enfin, j'ai des trucs comme ça. Et puis, il y aura un 3e bouquin de la série des Étoiles mortes et Étoiles mourantes, qui se situerait exactement entre Étoiles mortes et Étoiles mourantes, et qui explique comment sont apparus les rameaux. Et je sais ce qui se passe, je sais ce qu'il faut faire. On devait le faire avec Ayerdal, et cet enfoiré de non-professionnel dans Ayerdal, il est mort, et il me laisse me démerder tout seul. Et ça, je ne lui pardonnerai jamais. C'est la seule fois qu'il m'a fait de la peine, mais putain, cette fois-là, j'ai du mal à lui pardonner. Voilà. Merci Jean-Claude Duniac. Merci. Je pense que c'est le moment de recevoir le prix Ayerdal, justement. Écoute, merci à toi. C'est le moment de vous parler d'Ayerdal parce que ça en vaut la peine.